Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes très ravis d'être avec vous dans le cadre de ce programme Gabon News Sport. Nous parlerons bien sûr du Gabon au CHAN 2014 qui a obtenu son ticket pour les quarts de finale. Nous en discuterons sur ce plateau. Nous parlerons également du vélo show de Libreville dans sa première édition, du sport extrême à Libreville pour la première fois. Ce sera intéressant avec ces images qu'on pourra commenter tout à l'heure après ce qui va suivre. Avec moi, comme toujours, Mamadou Niang et Douglas Ntoum. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, nous allons bien sûr commencer ce programme avec le CHAN 2014, le Gabon qui, bien sûr, nous a fait honneur, on va le dire comme ça, en décrochant sa place pour les quarts de finale. Mais avant, nous allons regarder ce reportage d'avant-match de cette rencontre que nous a fait Mamadou Niang et on se retrouve juste après. La deuxième journée du groupe D du championnat d'Afrique des Nations sera marquée par le derby de l'Afrique centrale qui mettra aux prises le Gabon à la République démocratique du Congo. Un derby pour lequel le Gabon devra retrouver un milieu de terrain plus performant. L'effort, c'est de pouvoir retrouver, je crois, un milieu de terrain assez mature, surtout un milieu de terrain qui puisse apporter les ballons devant, parce que quand vous regardez ce match en première mi-temps, il y a eu plus de ballons qui venaient de la défense, qui sautaient complètement les lignes pour essayer de trouver Daniel Cousin, qui a fait d'ailleurs un match pour moi vraiment raisonnable. D'ailleurs, je suis un peu déçu qu'on l'ait sorti. Selon Régis Manon, le Gabon doit encore être plus conquérant face à des léopards qui viendront pour gagner. Nous sommes dans une position difficile parce que le Congo viendra pour gagner. Hein. 2, c'est surtout prendre un point pour être sûr d'être qualifié déjà. Et après, c'est nous maintenant à nous bagarrer pour pouvoir prendre ces 3 points. Quelle option tactique préconise-t-il? Il va falloir que Stéphane peut-être rentre avec un 4-2-4. Ça veut dire avec 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs et 2 attaquants. Attaquer le match avec l'objectif de gagner pour assurer un pied en quart de finale, telle devrait être la meilleure option pour les Panthères. Un duel entre la RDC et le Gabon qui a été remporté bien sûr par les Panthères du Gabon. Bien sûr, le score était de 1-0. On regarde cet autre reportage et juste après, on fait le condensé de cette rencontre. Un seul petit point suffira au bonheur des Panthères du Gabon pour assurer leur qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. Après le match nul face au Burundi à l'entame de la compétition, Bitseki Moto et ses partenaires ont sorti les griffes pour battre les léopards de la République démocratique du Congo dans un derby de l'Afrique centrale qui a tenu toutes ses promesses. Une tête rageuse du sociétaire de l'Union sportive Mbitam Erving Gema à la 2e minute de jeu a suffi au bonheur des Panthères qui ne sont plus qu'à 90 minutes du bonheur. Face à la Mauritanie déjà éliminée, les Panthères savent aussi qu'il leur faut hausser leur niveau de jeu pour espérer battre un adversaire qui veut quitter la compétition la tête haute. Voilà, un duel, je le disais, qui a été remporté par les Panthères du Gabon. Mamadou, si on faisait un bilan de ce parcours déjà dans ce championnat pour les Panthères. Bon, disons d'abord que c'était le duel de l'Afrique centrale, c'était entre le Gabon et le Congo. C'est un peu comme le Gabon contre le Cameroun, ça n'a jamais été des matchs faciles. Le match de la fois dernière également contre le Congo n'a pas été un match facile pour les deux équipes. Il a fallu aux Panthères puiser jusqu'au dernier ressource pour d'abord marquer très tôt. Ouais. Ils ont très tôt ouvert le score à la 2e minute et ensuite de tenir ce résultat jusqu'à la fin. Et cela leur assure, ils sont à 95% de la qualification pour les quarts de finale, en fait, pour réussir un peu l'objectif que s'était fixé l'entraîneur en quittant Libreville. C'est vrai qu'après le premier match contre le Burundi, on était un peu sceptique parce que le Burundi était une bonne équipe certes, mais c'était également une équipe inexpérimentée. Ouais. On a fait un 0-0, ensuite ils se sont repris pour rencontrer l'équipe favorite, parce qu'il ne faut pas oublier également que la première édition du CHAN avait été remportée par le Congo, ouais. La RD Congo. Ils ont fait ce qu'il fallait, donc ils ont eu les 3 points. Actuellement, nous comptons 4 points. Ils sont premiers avec le même nombre de points que le Burundi. Ouais.
Donc nous sommes, comme je l'ai dit, à 90 minutes de la qualification des quarts de finale, parce qu'il leur faut juste un match nul. Et s'ils ont un match nul contre la Mauritanie qui est déjà éliminée, bon, ils seront qualifiés pour les quarts de finale. Dans l'ensemble, donc c'est un bon tournoi. Ils ont bien débuté, ils ont débuté au petit trou, ils ont accéléré. Donc je pense que le troisième match sera la confirmation de tout ce qui a été fait pendant le premier tour, pendant le premier et le deuxième match. D'accord. Il faut peut-être simplement signaler que justement dans le groupe D, le Gabon et le Congo étaient les favoris. Et donc, comme a dit Mamadou, ce n'était pas un match gagné d'avance, c'était vraiment un match difficile. Et contrairement aux pronostics que l'on a fait avant la compétition, on pensait que le Gabon devait battre le Burundi d'entrée de jeu, mais les automatismes n'étaient pas encore ceux attendus. Et Dieu merci que les Gabonais ont réussi à se ressaisir et à gagner face au Congo, ce qui fait que le prochain match, du moins le dernier match, là, sera certainement un match assez facile pour les Gabonais. Justement, tu as anticipé ma prochaine question. Est-ce que tu voulais réagir? Je crois aussi que dans son commentaire, Régis Mano a bien vu. Il avait dit que le Gabon se présenterait peut-être avec un 4-3, avec un 4-2-4. Mais là, c'est pratiquement un 4-2-4 avec des excentrés. Parce qu'au milieu du terrain, avec Kabi et Itsigi, et ensuite avec Angonga et Bingui, ils ont su tenir le milieu de terrain parce que le Congo est venu avec un système de 4-5-1. 4-5-1, ça veut dire qu'ils venaient dans l'esprit de pouvoir contenir l'équipe de Gabon pour sortir avec un match nul. Et malheureusement, ils ont encaissé très tôt. Et le dispositif également a été bon parce qu'on a vu que l'entraîneur a fait ses passés de Cousin Daniel et de Alex Discadé. Ce sont un peu les vétérans de l'équipe. Bon, et quand il enlève Cousin Daniel pour mettre Lionel Yakuya en attaque, ça veut dire qu'il veut compter sur la vitesse. Sur la vitesse, sur la vitesse et la mobilité. Et ça a payé à l'arrivée. Donc 3 points pour les Panthers. Je pense que c'est bien parti aussi. Donc ma prochaine question était bien sûr celle de savoir si avec cette tactique mise en place, on peut facilement remporter le prochain match. Parce que ne disons pas qu'on peut le remporter, même si l'équipe contre laquelle on va jouer est déjà éliminée. Elle peut aussi, elle a envie de sortir de cette compétition la tête haute, donc ça va peut-être être un match difficile pour le Gabon. Ça va certainement être un match difficile parce qu'il faut dire, l'on l'a constaté d'ailleurs, les Panthers du Gabon ont encore un problème au niveau de l'attaque. Donc les buteurs n'existe réellement pas dans cette équipe et c'est ce qui peut causer préjudice à l'équipe dans le long terme. C'est vrai, on ne pensait pas qu'il devait gagner face au Congo. D'ailleurs, c'est un défenseur qui a marqué contre toute attente et c'était sur un corner. Donc, ce qui fait que ce qui manque à ce jour à cette équipe des Panthers, c'est des buteurs. Donc on sait que Daniel Cousin, mais bon, il est vieillissant, c'est vrai qu'il a fait une très bonne prestation lors de la CEMAC, mais maintenant, justement, il s'est beaucoup dépensé lors de cette compétition et là, il rentre dans une autre compétition, c'est clair qu'il ne peut pas avoir le même potentiel. Mais que cela ne tienne, on espère simplement que les jeunes feront l'affaire. En fait, très rapidement, pour boucler ce sujet. Le danger des matchs de ce genre, c'est que souvent, quand on dit qu'il faut un match nul pour nous qualifier, souvent les joueurs ne savent pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut attaquer? Est-ce qu'il faut attaquer? Est-ce qu'il faut défendre? Souvent, on va conserver le nul. En espérant simplement qu'ils vont trouver la stratégie qu'il faut pour passer. Également, c'est une bonne équipe de la Mauritanie qui, sur le plan du jeu, a montré quelque chose de très intéressant. Mais à qui il manque un peu d'efficacité aussi et de l'expérience. Ouais. Alors l'idéal serait pour le Gabon de partir avec l'idée de remporter cette rencontre au lieu de jouer le nul. Nous restons toujours en football et nous revenons bien sûr sur Libreville pour parler de l'US Bitam qui actuellement au niveau du championnat national connaît beaucoup de soucis, qui se retrouve actuellement dernier du classement. On est tenté de se poser la question de savoir ce qui se passe. On a eu un élément de réponse avec Régis Mano dans cet élément qui va suivre. Et juste après, on revient pour essayer de commenter tout cela.
Dernier au classement général du championnat national de football professionnel après 4 journées, les difficultés de l'Union sportive Bitam sont d'ordre financier selon Régis Monon. C'est simplement la forêt qui cachait les vrais problèmes qu'il y a à Bitam. Si vous allez à Bitam, vous allez voir tous les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs, ils ont peut-être 2 à 3 mois de salaire ou 4 mois impayés depuis l'année dernière. Ils ont leur prime de match, je pense qu'ils doivent en avoir 10 pour une équipe championne impayée. C'est parce que justement, il y en a certains qui n'osent pas dire la vérité. Mais quand on veut avancer professionnellement, si vous avez une équipe de l'US Bitam qui est sortie champion, qui était vice-champion pratiquement à la coupe, et ensuite qui a failli se qualifier pendant les poules, et se retrouver dans une situation financière un peu catastrophique. À en croire l'ancien international, les débuts poussifs du champion sortant peuvent aussi s'expliquer par le changement d'entraîneur. Il y a eu un choix d'entraîneur, mais je pense que c'est les dirigeants qui choisissent. Est-ce que c'était le moment de pouvoir changer d'entraîneur après le parcours que celui qui est sorti était là? Je ne pense pas, mais bon, c'est un championnat qui est long. Est-ce que M. Obambik, malgré l'expérience qu'il a eue en football, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, il pourra supporter cette pression de Bitam? Champion du Gabon en titre et finaliste de la Coupe nationale édition 2013, l'Union sportive Bitam représentera le Gabon en Ligue africaine des clubs champions en février prochain. Alors Régis, maintenant tout à l'heure, messieurs, a évoqué deux aspects, on va dire. Il a parlé de problèmes financiers et il a parlé de changement d'entraîneur. Déjà, Mamadou, la semaine dernière, on en parlait déjà et on se posait la question de savoir pourquoi ce coach a été changé. Mais nous allons commencer par les problèmes financiers. Mamadou, toi qui étais sur le terrain justement pour traiter cet élément, si tu nous en disais un peu plus. Bon, justement, on ne peut pas s'aventurer un peu à expliquer un peu le côté financier parce que nous ne sommes pas dans le cœur du dispositif de l'Union sportive Bitam. Oui. La fois dernière, la dernière émission, nous avons parlé un peu sur le plan technique. Quoi. Bien sûr. Là où il a terminé. Bon, sur le plan financier, ça peut être également parce que l'année dernière, beaucoup d'équipes ont eu ces problèmes de finances. Il y a eu des arriérés. Pratiquement, il n'y avait pas une équipe qui n'avait pas ces problèmes de finances parce qu'il fallait décaisser ici et cela. Donc, peut-être que ce problème financier a beaucoup influencé sur la prestation de l'Union sportive Bitam, en dehors du cadre technique sur lequel peut-être nous allons nous épancher un peu. Régis Monon, il est dans le cœur du dispositif, il est un acteur du foot et certainement il en sait quelque chose. Bon, il ne peut pas avancer des propos sans pour autant les vérifier, bien sûr. Voilà, être sûr que effectivement ça se passe de la manière suivante, de cette manière-ci. Alors, sur le plan technique, bien sûr, on parlait du changement d'entraîneur. Est-ce qu'il était nécessaire, Douglas, de changer cet entraîneur qui a amené cette équipe à ce niveau, à ce stade de la compétition? Justement, on a coutume de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, et c'est valable pour l'entraîneur. Donc, on ne change pas normalement un entraîneur qui fait de bons résultats. Donc, là encore, comme l'a dit Mamadou, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête des responsables de ce club. Parce que lorsqu'on a un club, l'objectif, c'est justement de remporter des trophées. Des trophées, bien sûr. Et c'est ce qu'a fait l'entraîneur. Donc, il a C'était sa mission, voilà, il a clairement rempli sa mission. Donc, du jour au lendemain, sans trop savoir pourquoi, on l'enlève au profit de Obambik, qui a été un joueur de talent, de renom. Mais est-ce que, en tant qu'entraîneur, il a fait ses preuves? La question reste posée. Et là, du coup, il arrive sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Il faut d'abord trouver les automatismes. Et c'est normal, à mon avis, que l'équipe de l'USB puisse se chercher. Bien sûr, parce que déjà, comme je le disais la semaine dernière avec Amadou, on en parlait, je le disais également, être un bon joueur ne veut pas nécessairement dire qu'on peut être de facto un bon entraîneur. Donc, Obambik peut-être ne devait pas être, pour le moment, je dis, entraîneur de l'Union sportive de Bitam. Encore que, en tant qu'entraîneur, je ne pense pas qu'il ait fait des preuves qui ont permis aux dirigeants du club US Bitam de le recruter en tant qu'entraîneur de ce club. Il a été au Mexique, ensuite l'année dernière il était au Togo.
Oui, mais est-ce qu'il a fait de bons résultats, justement, dans ces Non, pas à la hauteur de l'entraîneur de Thomas Libi, qui a été d'abord international comme lui, parce qu'ils ont joué ensemble la Coupe du Monde en 1990. Bon, ça peut être également lié peut-être à la personnalité de l'entraîneur. Parfois, il y a des dirigeants qui ne veulent pas un entraîneur qui a une emprise sur une emprise sur le... Je me rappelle l'année dernière, quand ils préparaient la Coupe d'Afrique contre Sao Tomé, ils ont quitté Bitam, ils sont venus ici, ils ont fait 4 jours de regroupement parce qu'ils recevaient ici. Et je suis allé aux entraînements, l'entraîneur me disait que voici 3 jours que nous cherchons un terrain d'entraînement. Nous sommes venus, mais nous ne trouvons pas là où nous entraîner. Ce n'est pas possible pour une équipe qui veut remporter des victoires. Et c'est tout à fait normal. Et ensuite, bon, peut-être que par rapport à tout ça, à la personnalité de l'entraîneur, il ne veut pas peut-être que l'entraîneur leur contredise et tout ça. Et l'entraîneur également, c'était quelqu'un également qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Il disait les choses telles que ça se présentait. Bien sûr, mais c'est à cause de ça également que les dirigeants disent bon, en fait, il faut se débarrasser de cet entraîneur parce que alors c'est quelqu'un qui est là, qui... Alors tout dépend des objectifs du club, parce que peu importe comment se comporte le coach, tant que, enfin, ce que je dis n'engage que moi, tant que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a comme stratégie emmène l'équipe à remporter des trophées, je crois que l'objectif principal d'un entraîneur, c'est bien cela. Et les dirigeants, c'est ce qu'ils attendent. Donc, vraiment, personnellement, je n'explique pas le fait qu'on l'ait changé. Et je vais peut-être ajouter que voilà, nous sommes à la 2e année du championnat professionnel et à chaque match gagné, c'est de l'argent en plus pour le club, bien évidemment pour les dirigeants. Donc du coup, vraiment personnellement, je ne me l'explique pas et je suis d'avis que c'est un mauvais casting. Qu'ont fait les responsables de ce club qui en réalité devait être en cette saison le club à battre. Ouais, mais espérons aussi, comme Régis Malou l'a dit, que l'entraîneur n'a pas encore pris ses marques et que les joueurs ne sont pas... On ne peut pas juger de ce que sera l'équipe d'ici la fin du championnat. Peut-être qu'il oui, Mamadou, mais c'est tout de même la première fois que l'USB se retrouve à ce niveau de la compétition, du tableau. Il y a toujours une première. Bon, espérons bien sûr que tout cela va être réglé entre les dirigeants de ce club et le nouvel entraîneur, donc Oman Bijik. Nous allons changer de registre et pour parler d'arts martiaux, il s'agit du stage de taekwondo qui se tient depuis quelques semaines déjà. C'est pendant deux mois. Voilà. C'est pendant 2 mois de stage. Donc on regarde cet élément, on se retrouve juste derrière pour en discuter un tout petit peu. Punse, combat, démonstration sont les 3 modules au centre de ce stage de formation de taekwondo qui se tient durant 2 mois à Libreville et animé par 3 experts coréens. Corporation qui est une corporation qui a été faite par l'État pour propager le taekwondo qui est un sport national. Il y a en tout 8 étapes en fait dans le Yudanda et ensuite là ils sont en train de faire le Pumse qui est un enchaînement de mouvements et donc il y a des mouvements un par un et qui vont faire étape par étape. Donc il y en a en tout 8. Pour ces experts venus spécialement pour ce stage, il est important de transmettre l'esprit de cet art martial à tous les adeptes de la discipline. L'effort, l'endurance et aussi l'ardeur devraient être les 3 qualités et l'esprit à adopter au taekwondo. Taekwondo demande beaucoup d'efforts et c'est comme en fait on va dire une bataille avec soi-même, il faut se dépasser et donc c'est un sport très difficile, oui. Plus d'une centaine de taekwondoïstes gabonais prennent part à ce stage de formation initié par la Fédération gabonaise de taekwondo et qui va s'étendre jusqu'à la fin du mois de février. Alors Douglas, tu as porté un kimono pour la circonstance, je l'ai vu, pardon de trahir ton secret. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement du côté de ce stage? Ouais, c'était enfin. Bon, qu'est-ce qui se passe puisqu'il est en cours? Voilà, c'est un stage extrêmement difficile sur le plan physique et sur le plan technique pour les participants, parce qu'il faut dire que c'est un stage d'harmonisation de techniques qui évolue au fil des temps. Donc voilà, il y a 3 spécialistes, 3 Coréens, donc 3 maîtres qui sont spécialement venus au Gabon dans le cadre du programme WT appelé
Taekwondo P-Square, D'accord. donc qui ont la lourde charge de justement inculquer aux pratiquants, aux adeptes de cet art martial, les évolutions des techniques apprises depuis, on va dire, depuis toujours. Donc parce que le monde évolue et il faut effectivement évoluer avec les nouvelles techniques, avec son temps. Donc c'est essentiellement ça qui se passe ou qui va se passer pendant 2 mois du côté des taekwondoïstes. D'accord. Qui prend part à ce stage? Est-ce qu'il y a eu, je veux dire, des clubs répertoriés pour assister à ce stage, ou bien c'était libre à tout le monde et tout le monde pouvait s'inscrire, du genre j'ai un club, je viens, je m'inscris et je participe au stage? Il faut dire que ce sont déjà tous les clubs affiliés à la fédération de taekwondo qui ont la possibilité de s'inscrire et de participer à ce stage. Mais actuellement, on compte à peu près 100 pratiquants seulement qui ont répondu présent. 100 pratiquants, ça fait même pas 3 clubs, je pense pas. Si, parce que malheureusement au Gabon, on retrouve, du moins à Libreville, il y a des clubs de moins de 10 personnes. Ah d'accord. Voilà. Donc, et là, ce sont les chiffres les chiffres de la semaine dernière. Donc, certainement. Cette semaine, on aura la possibilité d'actualiser ces chiffres. Oui, Mamadou. Moi, je crois qu'il faut remercier et encourager ceux qui ont initié ces stages. Bien sûr. Parce que dans toutes les disciplines sportives, il faut se former. Il faut régulièrement se former, ensuite renouveler les connaissances. Ouais. Comme l'a dit le directeur technique ou le président, c'est des disciplines où ça évolue très vite. Et le fait également de faire appel à des experts qui viennent qui sont connus à travers le monde, ça va booster davantage le taekwondo gabonais. En fait, je pense qu'au sortir de ces stages, on aura des prémices de jeunes qui seront des futurs Anthony Obama dans la... Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, il faut encourager ces genres de... Et ensuite, maintenant, qu'il y ait la continuité, que quand ces experts rentreront chez eux, et que chez nous, que ceux qui sont restés au pays puissent continuer sur la même lancée pour élargir la formation, continuer la formation à ce niveau pour produire de bons joueurs, de bons athlètes. Dans ce club, dans ce stage, pardon, est-ce qu'on compte également des professionnels, certains de l'équipe nationale, par exemple, de taekwondo? Bien évidemment, vu que le grade minimum pour participer à ce stage, c'est ceinture noire première dan. Voilà, donc, mais le jour où nous sommes allés, malheureusement, nous n'avons pas reconnu grand monde, on va dire. On n'a pas reconnu les athlètes de l'équipe nationale. Qui sont régulièrement en compétition. Voilà, à l'exception d'un seul visage dont le nom m'échappe là. Donc, mais toujours est-il que le président, le directeur technique national, autant pour moi, était présent. Donc, ça veut dire que ceux qui participent actuellement à ce stage-là, s'ils ne sont pas dans l'équipe nationale, c'est l'occasion pour eux justement de se démarquer. Oui, mais je pense tout de même que notre équipe nationale devrait participer à ce stage qui, à mon humble avis, serait bénéfique pour eux. Et puis, il faut justement ajouter que c'est un stage qui se passe en 2 phases. Donc, à cause des contraintes professionnelles et scolaires. Donc, il y a une catégorie de personnes qui viennent en après-midi et d'autres qui le font en matinée. Donc ça explique certainement pourquoi lors de notre passage on n'a pas pu reconnaître tous les visages, notamment ceux de l'équipe nationale. Espérons que tout au long de ce stage qui va durer 2 mois, on pourra avoir pourquoi pas la totalité de notre équipe nationale version taekwondo pour un renforcement de capacité assez intéressant. Bon, dommage, je suis pas ceinture noire, je n'ai pas une dan, j'aurais participé également. Un dan. Ah d'accord, toutes mes excuses. Nous allons bien sûr changer de registre une fois de plus et nous allons parler de sport extrême. C'est vrai que dans notre pays, c'est pas souvent qu'on en parle. C'est d'ailleurs une première, ce qui va suivre. Donc on aura les images dans quelques secondes, histoire de commenter ce qui se passe. Alors il s'agit du vélo show de Libreville, on va dire vélo show BMX. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pas le genre de discipline qu'on a souvent au Gabon. C'est une première. Alors si on essaie de faire un petit
commentaire justement sur cet événement? Il faut dire que c'est du freestyle BMX Rider. D'accord. Donc en fait, ce sont des cascadeurs, comme vous pouvez le voir sur le petit écran. Ouais. Ce sont des cascadeurs, donc ce sont des férus du BMX, donc du vélo, encore appelé tout-terrain. Et ils s'exercent comme ça, ils se permettent de faire des figures, quitte à se faire mal, parce qu'avant d'arriver à ce niveau, il faut plusieurs mois, plusieurs années d'entraînement. D'entraînement, bien sûr. Voilà. Et ce sont des sports qui sont très très bien cotés à l'international, sinon du côté de l'Hexagone. Et le père de ce sport, c'est Bob Arrow. D'accord. Voilà, qui a commencé avec des figures extraordinaires et qui se perpétue aujourd'hui. D'accord. C'est un show, un vélo show emmené par Yuka Productions qui, depuis un moment, s'investit beaucoup dans le sport. C'est grâce à eux qu'on a eu justement cette compétition de boxe il y a quelques temps, remportée par Mabika Taylor. Bien, on espère que ce sport va s'installer au Gabon, parce que je crois que c'est l'objectif de Yuka Productions, de l'emmener au Gabon afin qu'on puisse avoir également des professionnels qui nous font, pourquoi pas, ce genre de figure. Nous allons passer à la page internationale pour clore ce programme après ce qui va suivre. En page internationale, nous parlons du Mondial 2014 et de l'arbitrage principalement. Donc il s'agit de ces 3 arbitres africains qui ont bien sûr été retenus par la FIFA pour arbitrer pendant le Mondial 2014. Alors Mamadou, il s'agit de qui exactement? Ils sont 3. Bon, la Confédération, excusez-moi un peu, la FIFA donc a choisi 3 trios arbitres africains plus 2 duos qui seront des remplaçants au cas où l'un des trios va flancher pour faire partie des 25 trios choisis à travers le monde. Donc parmi ces Africains, il y a Désiré Doué de la Côte d'Ivoire, qui fait partie qui encadre le premier trio. Ouais. Le deuxième, c'est Bakary Gassama de la Gambie. Le troisième, c'est Jamal Aïmoudi de l'Algérie. Donc ce sont les 3 qui vont diriger les 3 trios des arbitres africains pour officier à la Coupe du Monde au Brésil. C'est des arbitres qui sont très compétents, qui ont fait leur preuve, parce que la sélection ne se fait pas au hasard. C'est à la suite de beaucoup de supervision, de matchs, de tests, ensuite de notation et tout. Ensuite que ces arbitres-là sont choisis. Et justement pour ces arbitres, j'ai quand même pu faire des recherches sur leur carrière. Donc pour Désiré Doué, c'est un habitué du CHAN, parce qu'il a arbitré 2 matchs dans la finale en 2009, il a arbitré 2 matchs également en 2010, il a arbitré la CAN de moins de 17 ans en 2011, il a arbitré un match, il a arbitré le CHAN à nouveau en 2011, 3 matchs, il a arbitré également le match, donc la finale retour de la Ligue des champions CAF 2011. Donc Désiré Doué, qui est bien sûr déjà assez assis bien sûr dans cette compétition. Donc il y a également Bakary Gassama, qui lui a arbitré un seul match du CHAN, c'était en 2011. Il a arbitré 2 matchs de Cannes en 2012 et 2 matchs de JO en 2012. Donc voilà un peu pour Bakary Gassama, qui lui est un habitué. Donc le plus expérimenté parmi ces arbitres, c'est bien sûr Jamel, qui lui vraiment a beaucoup de parcours dans sa carrière. Donc en 2008, il a arbitré un match de Cannes. En 2010, 2 matchs de Cannes. Ligue des champions de la CAF, 5 saisons consécutives, dont 8 matchs. La Coupe de Confédération, 2 saisons, dont 4 matchs. Super Coupe de la CAF, 1 match. Coupe du Monde FIFA, moins de 20 ans, il a arbitré 3 matchs. CAN 2012, 2 matchs. Il a également, en 2012, arbitré,
en Coupe du Monde. Et il a été le premier arbitre à avoir testé cette nouvelle technologie apportée par la FIFA qui permettait de vérifier les buts sur la ligne, voilà. Donc, il a un parcours vraiment rempli. En 2013, il a arbitré 4 matchs de la CAN et 2 matchs de la Coupe de Confédération, vraiment en 2013. Donc, voilà 3 arbitres africains sélectionnés sur la base de leurs résultats, comme tu le disais tout à l'heure, et on espère bien sûr qu'ils vont apporter de bons résultats et qu'ils vont représenter valablement l'Afrique dans cette compétition qui est le Mondial 2014. Je pense que nous avons fait le tour de ces informations de la semaine écoulée. C'est Gabon News Sport et ce programme qui vous permet d'avoir les informations hebdomadaires, de manière hebdomadaire du sport gabonais et bien sûr international. Messieurs, merci d'avoir été avec moi comme à l'accoutumée pour ces informations que tous ces férus du sport attendent. On espère avec la grâce de Dieu qu'on pourra se retrouver la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres actualités concernant le sport national et international. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.